Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. Réjouissez-vous car les jours rallongent, mais les séries raccourcissent, ce qui nous permet d'encaler plus facilement dans nos emplois du temps. Ouf, parce qu'il y a une belle explosion de sorties en ce moment et on ne sait plus du tout où tourner de la tête. Pour vous aider à vous y retrouver, j'espère que cette sélection va vous donner quelques bonnes idées parce qu'on est plutôt gâtés en ce moment. C'est parti, les tops. Cupid's Kitchen, série sur fond de concours culinaire façon graines de chef qui t'ouvre l'appétit dès le sublime générique. Je ne recommande pas de regarder ce drama le ventre vide parce que sinon c'est de la torture. En tout cas, tous les sens vont être sollicités dans ce projet conceptuel global sur l'initiation à l'art de la cuisine d'une jeune fille aux papilles exceptionnelles après un accident de piment et qui va croiser la route d'un talentueux cuistot chef étoilé Michelin qui est en train de perdre le goût et décide de devenir son chifou / Pygmalion pour sauver son restaurant dont il partage la propriété avec son ex, une business girl qui aimerait le récupérer et va nous faire une belle série de crasses qui bizarrement ne vont pas lui péter à la gueule. Le cast est hyper réussi avec le sexy Ethan Chuan en chifou des fourneaux et qui fait un beau duo avec la pétillante Song Soo-ah vue dans Novoland Eagle Flag et To Fly With You et qui livre ici une solide performance. Mais on a aussi un cast assez divers avec un russe et la bitch jouée par une sino-australienne. C'est ton rapport classique chifou-disciple où la romance n'intervient que très tard et pour être honnête n'est quasiment pas nécessaire tant les liens entre les deux sont déjà très beaux dans leur complémentarité. Le type déteste le sucre car la vie ne lui a pas fait de cadeau, autant dire que la jeune fille est la douceur dont il avait besoin pour se réconcilier avec lui-même et avec son passé. Les images sont superbes, la bande originale très réussie également, c'est bien écrit jusqu'à ce que ça parte en quenouille vers la fin et que ça devienne quasiment improbable, mais tant pis, alors que tout pointe vers la tragédie, vous aurez donc un happy end ex machina. Cette facilité du scénario est d'autant plus dommage qu'il y a du matos impeccable avant, notamment dans des parallèles entre l'apprentissage des goûts que fait la demoiselle et les sentiments qui transparaissent à ce moment de l'histoire. J'ai beaucoup moins tiqué sur la fin, je vais vous dire, que sur les bizarreries capillaires des personnages qui héritent tous, malgré la présence du shampoing Adolphe, de coiffures assez tartes. Un comble quand on finit dans la pâtisserie. Because of Love. 12 ans après le secoué Too Late to Say I Love You, quel bonheur de retrouver le duo magique Wallace Chung et Lee Seo-jeon dans cette tranche de vie d'un drama contemporain qui rappelle la thématique du Persuasion de Jane Austen, soit les retrouvailles accidentelles après 8 ans d'un couple qui a été séparé sur un fond de tragédie, de malentendus et d'influences diverses et variées et qui va se retrouver autour de la maladie de l'enfant de l'héroïne qui est atteint d'une pathologie cardiaque rare. Autant vous dire que le thème ne fleure pas bon le feel good et que le train de la souffrance va marcher à tout va dans ce drame très réussi avec des performances d'acteurs de la part de nos deux loulous qui vont vous prendre aux tripes. D'abord, je rappelle que vous retrouverez certainement ce drama au programme de notre cycle Wallace Chung avec Aurélie sur la chaîne, mais surtout que c'est la première fois que vous pouvez entendre la délicieuse et toute douce voix de Wallace avec un accent cantonais peut-être, mais personnellement, Osef, je l'ai trouvé encore plus bouleversante dans sa vulnérabilité sur ce drama. J'ai apprécié aussi que les flashbacks de la première époque entre les personnages soient interprétés par des jeunes acteurs et non par Wallace et Lee Seo-jeon en couette. Ce thème de la deuxième chance est un thème que j'affectionne tout particulièrement. Il y a une merveilleuse maturité ici en effet dans cette histoire qui va vraiment éprouver vos émotions et celles des persos sur lesquels décidément le sort va s'acharner mais qui est très beau et très réaliste et qui ne vous déçoit pas du début jusqu'à la fin. Papa bâtard, complot de rivaux, époux pathétique et brisé, difficultés de la vie de maman solo et du monde du travail, innocence perdue et peut-être enfin retrouvée, pudeur des sentiments et loyauté du cœur sont au programme. Une belle réussite qui change de beaucoup des niaiseries habituelles. Novoland, The Castle in the Sky. J'ai été emballée du feu de Dieu par cette série de fantasy pure, ultra kitsch, visuellement la moins réussie de tout le lot des Novoland que j'ai pu regarder, avec des décors et des costumes objectivement hyper moches et une héroïne au départ pas forcément emballante. Vous me direz que dit comme ça, je ne vous envoie pas du rêve, mais attention, car je n'ai pas joué mon va-tout, j'ai dans ma poche le perso masculin tellement diva, too
much drama queen que vous ne pouvez imaginer qu'en rêve et qui est interprétée avec un charme irrésistible par Jang Jo-yoon que j'ai enfin fini d'adopter tout à fait. Je vous présente Fang Tianyi, donc nouveau venu dans ma galerie de Phoenix, un type arrogant et assez bâtard au début de la série, avec la panoplie de fouets la plus sexy depuis Indiana Jones et des yeux bleus improbables, et qui évidemment va dévoiler de jolies failles en roi ailé dépourvu d'elle. Le pitch, dans un univers de carton-pâte fantastique, le genre humain et le genre ailé ont conclu une paix très fragile qui peut basculer du jour au lendemain autour d'une question de pollen magique produit par une fée des fleurs qui se réincarne de génération en génération pour revivre sa tragique histoire d'amour. On part donc sur de bonnes bases. Notre héroïne est visiblement liée à ce bordel sans nom et va se retrouver au cœur d'un triangle amoureux entre d'un côté le prince héritier des humains affligé d'une malédiction qui le torture à chaque fois qu'il a la gaule pour l'héroïne dont il est en effet très amoureux depuis l'enfance et qui est joué par le flanc de Kingswoman, et de l'autre côté notre roi ailé qui est une belle incarnation d'enfant divin tyrannique métamorphosé par le pouvoir de l'amour. Dès la première rencontre, ah là là, ça va être chaud patate entre les deux loulous, avec une détestation amoureuse d'une belle intensité sexuelle par le coco qui alterne entre regard de velours malgré lui et déclaration de haine outrancière. Le régal. Je me suis repassé certaines scènes plusieurs fois malgré la what the fuckerie ambiance tellement c'est le pied. J'adore cette série qui a quelques personnages secondaires assez intéressants, en particulier l'oncle ambigu du roi ailé et puis aussi un festival de symbolique comme on les aime. Alors on fait abstraction des décors nazes, des ombrelles magiques qu'on pourrait trouver dans un cocktail au Copacabana, de perruques blanches sur fond de cheveux noirs que tu les vois que c'est pas possible, et des lentilles bleu lagon qui foutent des conjonctivites aux acteurs, sans parler des vaisseaux dégueulasses what the fuck kitsch. Fang Tianyi, je te kiffe. Voilà, c'est comme ça que je résume ce drama. Alerte cependant, il y a deux fins alternatives à ce drama, donc choisissez votre poison, celui que vous préférez, soit un truc hyper consternant ou alors un happy end de conte de fées, à vous de voir. Reset. Un drama ambitieux, court et ultra efficace qui est la parfaite synthèse entre les films Speed et Un jour sans fin, deux films que j'aime, donc ce drama était fait pour moi. 15 épisodes ciselés aux petits oignons où l'on retrouve Bai Qingting de The Rise of Phoenixes et Zhao Qinmai de Blessed Girl, absolument exemplaires en duo malgré eux, coincés dans une boucle temporelle qui leur fait revivre les dernières minutes avant l'explosion de leur bus. Seuls passagers à garder leurs souvenirs, vont-ils parvenir à empêcher l'explosion et mettre fin, sans y laisser leur peau, à ce processus? L'histoire te tient en haleine tout du long, alors que tu en apprends de plus en plus sur les autres passagers. C'est impeccablement scénarisé de bout en bout, avec de jolis retournements de situation, et la belle alchimie du duo, qui, de parfaits étrangers, quand ils poussent la porte du bus, vont apprendre à se connaître au cours de cette épreuve absolument surréaliste. Laissez-vous embarquer à bord du bus de l'horreur, vous ne le regretterez pas. On continue avec Sassy Beauty. Encore un drama d'immersion en réalité virtuelle qui part quand même sur une idée originale de programme pour sortir une blogueuse beauté du coma après un accident de voiture. Très honnêtement, l'explication de la raison pour laquelle un jeu sur fond d'intrigue de harem pourrait te sortir une fille du coma est assez tordue, mais si vous faites abstraction de ce détail, eh ben pourquoi pas. Comme d'habitude, la fille commence au bas de l'échelle et doit essayer de devenir la chef du département beauté de la cour, ce qui apparemment était très important dans l'ancien temps, vive la cosmétique, et du coup elle doit essayer de gagner des points en relookant les bitches du harem. La nana va pouvoir compter principalement sur l'hôte du jeu, joué par un personnage secondaire top de Miss the Dragon, au point qu'elle va créer un lien beaucoup plus étroit qu'on ne pourrait s'y attendre avec une intelligence artificielle et qui doit la guider vers le succès. Problème est de taille, un des princes du système dont le destin est de crever mais que l'héroïne passe son temps à sauver et avec lequel une romance va s'instaurer. Comme dans Love and the Emperor, la question du choix de l'amour entre réalité virtuelle et réalité réelle est au cœur du drama et peut soulever quelques interrogations. On passe beaucoup trop de temps avec la deuxième nana qui a un destin compliqué avec la première. Il y a une belle alchimie entre les personnages et ça se regarde plaisamment sans prise de tête. Every Night. Encore un drama
drama ambitieux que j'ai regardé ce mois-ci, tourné dans des décors naturels de montagne et aussi dans les studios de The Rise of Phoenixes, ce qui est systématiquement, j'ai remarqué, un gage de très grande qualité dans la production. Tout est beau, même la CGI dans ce drama, et le cast est impeccable. On y retrouve même le papa de Ningyi en Shifu, ce qui était une excellente surprise pour moi. Le pitch, un jeune homme rebelle interprété par un impeccable Chun Fei-yu, a fait serment de venger sa famille massacrée par un général et survit la rage au ventre en compagnie d'une jeune fille qu'il a recueillie bébé dans un tas de cadavres et dont il est le maître, le gardien, le papa adoptif, le grand frère tout à la fois dans une relation complexe et bougrement originale qui se révèle tout de suite attachante et émouvante. Dans son parcours de vengeance, il va intégrer une académie occulte avec des personnages tous plus barrés les uns que les autres, le tout sur fond de menaces existentielles de l'arrivée d'un fils d'Hadès qui condamnera le monde à la nuit perpétuelle, d'où le titre. Bien que certains moments m'ébarbent, il est difficile de ne pas accrocher à la beauté des images, à la conviction des acteurs et à une bande originale assez inhabituelle qui combine moments hyper épiques et ballades douce amère. Le cœur du drama est incontestablement le duo formé par Ning Shui et Sang Sang, dont la relation a suscité quelques débats et controverses puisqu'elle va évoluer, pour moi de manière absolument logique et organique, vers une relation romantique tant ces deux-là sont inextricablement liés par les épreuves de la vie. Les débats internes du héros pour accepter la réalisation que son amour inconditionnel pour celle qu'il a élevée est devenu potentiellement l'union d'un homme avec une femme sont une pure réussite et donnent des scènes particulièrement touchantes. Un duo de survivants qu'il ne faut pas rater. Suo Dian Yuan Yang. Petit à petit, je vais finir par voir tous les vieux Zanilia Zhao, et bien qu'elle soit formidable avec tous ses partenaires, et nous a donné de très beaux duos, notamment avec son ex-mari, William Fang. Je crois que son association avec l'acteur Chi Ji dans ce drama est peut-être son partenariat le plus réussi. Elle incarne au début un double rôle de demi-sœur au caractère relativement différent, et lorsque l'une d'elles disparaît en cherchant à échapper à un mariage forcé avec un clan de marchands rivaux apparemment de sale réputation, elle accepte de prendre la place de sa sœur pour ne pas coller la famille dans la mouise et de se faire l'espionne au service d'un papa qui, disons-le tout de suite, est un véritable bâtard. Lorsque le frère du fiancé, qui fait lui aussi la gueule car il avait prévu de se marier avec son espionne courtisane, rencontre la donzelle, c'est le coup de foudre et le pauvre va espérer tout du long que le projet matrimonial tombe à l'eau alors que les époux se fritent dès la nuit de noces, évidemment non consommée. Mais la jeune fille est pleine de ressources, intelligente, facétieuse, loyale et toujours de bonne composition et va apprivoiser toute la petite famille qui lui faisait la gueule avant évidemment de faire fondre le cœur du mari récalcitrant dans de bien croustillantes scènes de jalousie et de belles prises de bec hautes en couleur alors qu'il devient de plus en plus possessif mais aussi de grands moments de rigolade lorsqu'elle va lui sauver les miches d'un serpent venimeux. Il y a une suite à cette série qui se concentre davantage sur les frères du perso masculin et que je n'ai pas encore regardé car la saison 1 m'a suffi en l'état, mais j'ai passé un excellent moment avec ce petit monde et me laisserai peut-être tenter un jour. Dream Garden. Une blogueuse en problème de cœur et un psychologue patenté se fritent en direct sur les réseaux sociaux, mais après s'être fait humilier sur ses compétences par le type, la nana ne va pas se laisser démonter pour autant et devient l'assistante du beau gosse psychologue histoire d'acquérir en effet un bagage plus solide. Retour aux études et surtout prise de tête avec un psychologue psychorigide qui va avoir du bagage, en particulier avec un deuxième loulou joué par un expert en villainous crush, Jing Chao, notre foufou de Princess Silver, et qui en remet ici une couche en garçon à l'enfance brisée avec un arc de vengeance et une attirance naturelle pour la fille rayon de soleil. Dans la mesure où le premier épisode s'ouvre sur la fin du drama avec notre duo psy en bien mauvaise posture, tu sais que le bout de chemin va être compliqué alors que Simon Gong, toujours séduisant, et Tiao Xin, actrice très sympathique qui figure dans Autumn Ballad dont j'ai hâte de vous parler le mois prochain, forment un duo chic et choc qui règle différents cas psychologiques plus ou moins intéressants. Clairement, tu viens pour les acteurs davantage que pour l'histoire qui alterne entre moments très dark et scènes ultra choupies. Mars. Mars et ça repart et ça tombe bien car quel meilleur mois pour parler de ce drama taïwanais recommandé par Ekaterine que je salue et qui nous vantait chaudement en commentaire de The Wolf la physicalité de l'acteur Vic Jo. Alors oui, en effet, il est très bien ce garçon avec une chevelure avec laquelle seul Adam Driver pourrait rivaliser. Détail amusant, je l'avais
l'avait vu pour la première fois dans The Flame's Daughter, où il jouait un héros masculin en blanc improbable et pas très convaincant. Convaincant par contre, il l'est à 100% et à fond les ballons dans ce drama psychologique sur fond de trauma, où il incarne un jumeau qui se remet difficilement du suicide de son frère et joue les rebelles à mèche et moto que tard de la fac, qui va être bouleversé par sa rencontre avec une jeune fille douce et artistique au tempérament très effacé, victime de harcèlement d'un prof, mais surtout survivante d'un viol que lui a fait subir son beau-père dans sa toute jeune adolescence, ce qui permet à Barbie Sue de camper un personnage féminin bouleversant et de nous donner quelques scènes complètement poignantes. Une série avec des sujets très difficiles, comme vous vous en doutez, les triggers vont s'accumuler peut-être pour les âmes sensibles, et les Taïwanais n'ont pas peur d'aborder les choses de manière plus crue et directe que les Chinois continentaux, et bien que ce soit vieillot, ça fonctionne quand même toujours assez bien. Les deux acteurs étaient déjà au programme du Meteor Garden taïwanais et ont fricoté apparemment suite à ce drama. Ils forment en tout cas un très joli tandem dans un sujet sur la résilience et la reconstruction de soi qui offre de beaux rayons de soleil dans un sujet pourtant plein de noirceur. Novoland, The Castle in the Sky 2. 4 ans après la saison 1, voici donc une suite qui part donc sur une des deux fins alternatives puisqu'on va s'intéresser à la descendance de Feng Tianyi et sa chérie et qui sera donc une fouteuse de merde rayon de soleil, plus débrouillarde que maman, mais qui a hérité des ailes d'or de papa. Malheureusement, on n'aura aucun acteur de la saison 1 et ça fait pitié de voir la gosse de nos loulous livrée à elle-même comme ça. Le perso est interprété par la nana de Once We Get Married et chose amusante, son chéri du drama est un second personnage masculin dans cette série qui va fricoter avec la némésis de la fille, un phénix aux ailes noires qui sous influence rivalise avec la fille pour piquer le trône. C'est moins kitsch que la saison 1, à part pour la fée CGI absolument dégueulasse qui fait une adversaire très peu crédible, complètement ridicule. Mais de toute façon, ne nous voilons pas la face, vous n'êtes là que pour une chose, le magicien glaçon badass, joué par le toujours intrigant Jeremy Tsui, qui n'a jamais été aussi canon ou mis en valeur, mais attendez de m'entendre parler de lui le mois prochain sur Autumn Ballad, et qui parvient ici à montrer son potentiel comique dans quelques scènes pas piquées des hannetons. Il se retrouve le chifou de la jeune fille alors qu'elle joue les apprenties impératrices avec peu de succès au début, et va peu à peu réaliser qu'il était mêlé à une embrouille autour de son assassinat alors qu'elle n'était qu'un bébé. Depuis, liés l'un à l'autre par un enchantement qui leur coûte des points de vie quand ils fricotent d'un peu trop près, comment va-t-il protéger celle dont il est tombé amoureux et qui de son côté préfère la mort à une vie sans lui? Un récit assez classique mais qui a fait ses preuves et surtout un véhicule impeccable pour l'acteur Jeremy Tsui. Onzoshi Boys, ambiance Boys Over Flowers, format moult fois traité et approuvé pour ce drama japonais, donc court, où une lycéenne se retrouve sélectionnée pour participer à une télé-réalité où son idole est l'un des 4 princes qui cherchent à se marier avec une fille du peuple. Donc Cendrillon à fond les ballons avec une héroïne qui a une bonne bouille sympathique et qui va finalement jouer les valses hésitations entre le beau gosse dont elle collectionnait les posters et beau gosse numéro 2 au passé torturé et flanqué d'une bitch, mais qui, comme Ricoré, arrive toujours au bon moment pour lui sauver les miches et pas les croissants. Les 4 bachelors sont-ils au-dessus de tout soupçon dans ce programme de télé franchement foireux, et comment va se passer la rivalité avec les 2 autres nanas qui se retrouvent finalistes avec elle? Il y a quelques surprises dans ce drama qui s'intitule aussi Noble garçon et qui s'articule en mode conte de fées sur une réalité de lutte des classes et de préjugés avec un final assez étonnant. Bien qu'il semble débile que des personnages aussi jeunes cherchent absolument à se marier, c'est un drama lycéen, regardable et somme toute assez sympathique. Please Don't Spoil Me, saison 1 et saison 2. Mini-drama dont on attend encore la saison 3, mais que j'ai dévoré avec d'autant plus de cœur que les épisodes sont très courts, seulement 6 minutes. L'avantage de ce type de série est qu'on t'épargne toutes les intrigues secondaires souvent à la con pour ne se concentrer que sur les personnages principaux, ce que personnellement j'apprécie. Il est vrai que ces séries sont souvent cheap, mais il y a parfois de bonnes surprises et celle-là en était clairement une. Ambiance Romance of Tiger and Rose pour une scénariste qui se retrouve dans son script dans la peau de la concubine qui, suite à un accident aphrodisiaque avec l'empereur Puceau, qui ne jure que par le boulot, est censée se faire virer au palais froid et y mourir rapido. Dilemme donc, car selon les règles qui lui sont imposées dans cet univers, elle doit en effet passer 100 jours dans le palais de l'exil si elle veut pouvoir reprendre sa place dans le monde réel. Le problème est que l'empereur va
va lui compliquer la tâche en essayant de comprendre à quoi elle joue et s'enticher d'elle alors qu'elle passe son temps à le fuir. C'est le bon vieux coup du suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. C'est bourré de charme et assez drôle quand la fille parvient à mettre au pas tout le personnel du palais de l'exil car elle connaît tous les secrets des personnages qu'elle a bien sûr écrits, ou quand elle se fait arracher plusieurs fois de sa planque parce que l'empereur s'intéresse de plus en plus à elle. Une petite chose à consommer sans modération et dont j'ai hâte de voir la saison 3. Hotel del Luna, l'occasion de revoir IU de Moonlover et même de croiser son Wong-so chéri qui fait une apparition en prêtre exorciste dans ce drama surnaturel comme les affectionnent les Coréens quand ils ne tapent pas du côté des zombies. Sur le papier, ce drama avait tout pour me plaire puisque c'est un savant mélange de Belle et la Bête avec une inversion et de The Shining. Une jeune femme se retrouve tenancière d'un hôtel pour fantômes en transition pour passer de l'autre côté et attend sa rédemption liée à un arbre magique qui reste désespérément stérile. Jusqu'à ce qu'un pauvre bougre de passage qui n'avait rien à faire là ne lui vole un rameau soudain fleuri pour son jeune fils et que la tenancière exige donc du père qu'il lui livre son fils quand il sera grand. Ça vous rappellerait-il pas quelque chose? Des années plus tard, il essaye bien d'y couper mais pas moyen, le fiston devenu grand devra bosser avec l'impérieuse patronne qui nous régale d'une galerie de looks assez jouissifs, dont notamment un hommage à Audrey Hepburn et un autre à Grace Kelly. La malédiction va-t-elle prendre fin, l'arbre refleurir et la jeune femme trouvera-t-elle enfin la paix avec son passé et donc son chemin de rédemption? Et à quel prix? J'avoue m'être passablement barbée avec les différentes histoires de fantômes, mais le drama a un style unique et de très beaux visuels. Here is my exclusive indulge. Autre mini-série du mois qui a l'originalité très notable et appréciable, nous proposait un perso masculin en fauteuil roulant et j'avoue que j'étais emballée par cette quasi-audace du PDG beau gosse plein aux as, mais avec un handicap qui tombe amoureux d'une fille de bonne famille en galère que son beau-père veut marier à un connard et que sa demi-sœur traite comme un chien. La fille est loin d'être une princesse Sarah ou une quiche puisqu'elle défend sa mère des complots de la maîtresse et de la veulerie du beau-père et va elle-même trouver des ressources contre le connard. Donc ce n'est pas complètement une demoiselle en détresse. Comme la série est très courte, ne vous attendez pas à du développement du caractère et surtout je dirais qu'il y a une grosse déception dans la résolution du drama puisque miracle, le gars retrouve l'usage de ses jambes à la toute fin, ce qui à mon avis n'était pas un bon choix. Néanmoins, on a eu une jolie entreprise de séduction de la part d'une personne en handicap et j'ai apprécié qu'ils aillent de ce côté. Nothing But You. Contente de revoir l'acteur Luo Zhang au physique particulier qui te fait penser qu'il y a probablement eu un peu de chirurgie plastique par là, mais qui figurait au casting d'un de mes gros coups de cœur de 2021, Cry Me a River of Stars. Ce drama tourne autour d'un échange d'identité entre deux jumelles dont l'une se retrouve dans le coma après un accident peut-être pas si accidentel. L'accidentée est une Miss Parfaite avec une brillante carrière et un brin psychorigide et la deuxième fille est une écervelée, un poil loseuse. Le grand écart donc pour la sœurette qui va devoir se glisser dans les costumes cintrés et l'attitude badass de sa sœur. Surtout que face à elle se trouve un PDG, partenaire de la sœur, filou et roublard producteur de films, et avec lequel la sœur, selon la rumeur, est en couple. Bon alors la complication de l'histoire, et ce qui est très réjouissant là-dedans, c'est que le perso masculin a en effet une fixette sur la nana, mais pas la sœur psychorigide, car on a une intrigue hyper tordue d'obsession depuis l'enfance sur la gamine écervelée, qui est un plan à long terme complètement improbable avec moult tiroirs et voire un poil malsain. Mais ne nous mentons pas, les scènes de filouterie pour se récupérer la nana et l'air de chat devant un pot de crème du héros face à la fille sont bien engageants et bien réjouissants. Ça s'essouffle vers la fin, mais on ne va pas se refuser du personnage masculin possessif et obsessionnel, non? Le flop, Mirror, A Tale of Twin Cities. Oui, il y a des jolis visuels, une BO pas si pire avec une chanson de Joe Shun, et oui, c'est du Cien Juan avec dragon, réincarnation, cerisier en fleurs et tout, mais quel ennui mortel que ce drama. Le pitch, une jeune fille qui incarne la terre est fiancée au prince héritier du ciel, mais croise en route le prince des mers, un dragon qui essaie de récupérer son trône et de sauver son peuple, et qui se fait passer pour son domestique pour l'espionner ou un truc du genre. Résultat, ils tombent amoureux mollement et comme leur amour est impossible, elle se jette dans le vide. Sauf que rebelote, elle est réincarnée et ils se recroisent et ça repart, alors que nous on n'avait rien demandé et qu'on n'a toujours pas accroché à leur histoire. Déjà je pense que le choix du couple principal était une erreur fondamentale car l'actrice
Alice, la démone d'Ashes of Love et pas très convaincante leaduse de secte de And the Winner is Love, est fidèle à elle-même à 2 de tension et que la sauce ne va pas du tout prendre non plus avec son partenaire d'infortune. Il y avait Jang Yoo Chang, punaise, il était là. Pourquoi ne pas avoir fait de lui le lead principal, on se le demande. Mais non, il est collé dans un double voire triple rôle ambigu mais qui ne convainc pas non plus. Il n'y a aucun enjeu ni tension à part sur un flashback et le tout est en mode somnambulisme tellement c'est plat et pas emballant. La seule chose que j'ai aimé, c'est les bagues hyper trop cool de poulpe du héros vu que j'ai quasiment la même, donc j'ai validé les bagues. Les Ningyi d'or, meilleur acteur. Allez, obligé de refaire un prix à part hors catégorie pour Wallace Chung et sa bouleversante composition de Because of Love où il est d'une douceur et d'une vulnérabilité poignante. Vous allez vouloir lui faire des gros câlins tout du long tant il va déguster et vous briser le cœur. Mais comme ce n'est pas juste pour ses collègues dans chaque mois où il figure, on va donner une mention spéciale à Jeremy Tsui qui est bien ensorcelant tout plein dans Novoland The Castle in the Sky 2, mais c'est à son beau papa de fiction donc Jang Jo-yoon que je vais remettre le prix du meilleur acteur pour le 2e mois de suite, donc pour son incroyable Fang Tianyi qui a rejoint sans peine ma galerie de personnages masculins préférés. C'était un régal du début jusqu'à la fin, merci. Meilleure actrice, obligée de saluer l'élégante Lee Seo-jan, mère courage de Because of Love, toute empreinte de réserve et de dignité, qui est un personnage de tragédie à la Corneille, coincé entre son sens du devoir et de l'honneur et son amour pur et sincère pour le personnage masculin qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Elle fait un travail formidable et quel bonheur de voir des personnages féminins aussi bien écrits, matures et avec beaucoup plus de substance que ce qu'on a d'habitude. Mais je vais saluer également le travail de Barbie Su, également un personnage qui flirte avec la victimisation et le martyr, mais qui donne au final une belle leçon de résilience et de courage. Meilleur acteur dans un second rôle. Voilà l'occasion de tirer mon chapeau à Lee Da-rong, le charismatique papa empereur de Ningyi dans The Rise of Phoenixes, à la si belle voix grave, et j'étais ravie de le retrouver en Shifu peu conventionnel de Sang-sang dans Evernight, qui le prend au début pour un vagabond. Une relation tendre et pleine de complicité va se nouer entre eux que j'ai trouvé très belle. Mais je vais tirer aussi mon chapeau à Zhao Tian pour le tonton régent de Novoland The Castle in the Sky, qui est un rôle bien complexe et ambigu que j'ai adoré. Meilleure actrice dans un second rôle, Crystal Yuan, la déesse de la guerre de Love and Redemption, qui est ici une rivale malgré elle sans aucune bitcherie, ce que j'ai apprécié, de Sang-sang encore dans Evernight, puisqu'elle incarne le premier coup de cœur du personnage masculin, une intellectuelle en blanc qui va s'effacer avec autant d'élégance qu'elle était entrée dans la vie du héros. Ça nous change des bitches de tout poil, elle y est tout bonnement lumineuse. Meilleure musique, un joli thème par Joe Chan dans Mirror A Tale of Twin Cities, les ballades mélancoliques de Evernight, mais mon choix ce mois-ci ira à la BO de Cupid's Kitchen, en particulier dans le thème principal du générique exploité dans ce drama lorsque l'héroïne goûte pour la première fois la cuisine de son futur Shifu et futur amoureux et connaît une véritable révolution sensorielle. Il y a une mise en scène avec chorégraphie, de la musique tout en sensualité qui était assez chouette à regarder conceptuellement. Meilleure scène, on a du matos ce mois-ci avec dans Swodian Yunwang la scène où la nana aspire le venin pour sauver le héros et se retrouve affublée d'une paire de saucisses en guise de lèvres. Zanilia n'a pas peur du ridicule, c'est évident. La scène de recrutement du prof dans Castle in the Sky 2 qui est plutôt barrée et là aussi Jeremy Tsui n'a pas peur du ridicule car on fait appel ici à des qualifications très particulières que j'approuve quand même. Dans un registre complètement différent, la première nuit d'amour des personnages de Mars où le mec doit rassurer l'héroïne dont c'est le premier rapport consenti après des années d'expérience de viol, qui est une scène très belle et très touchante. La scène de l'épisode 47 dans Evernight lorsque Ning Chue vient chercher Sang-sang qui s'est enfui de jalousie face aux projets matrimoniaux du héros et qui est le moment où il prend enfin conscience de son amour pour elle alors qu'il peine à lui expliquer pourquoi il faut qu'elle revienne absolument vivre avec lui. Les pépites sont à trouver dans des genres complètement différents, d'abord dans Because of Love avec une scène de retrouvailles des héros dans la salle de bain avec un baiser désespéré et passionnel sous la douche et également la très belle scène de larmes du personnage masculin où Wallace m'a littéralement brisé le cœur. Et puis bien sûr Novoland Castle in the Sky où
où tous mes plus bas instincts de romances compliquées ont été régalés avec la rencontre des personnages bien chauds patates, une autre très tendre autour d'une bouteille partagée. Mais la scène suprême, c'est la scène de confession au fouet. Encore une fois, décidément, ce sera le thème qui vous promet une belle explosion d'ovaires. De la passion, de la passion, de la passion, un truc bien intense dont on se régale dans la fiction. Voilà pour ce mois-ci. Merci encore à toutes celles qui en commentaire me font part de leur coup de cœur, de leur playlist du moment. Vous voyez que dès que je peux regarder des choses que vous me recommandez, je le fais régulièrement. Donc merci de me faire connaître de nouvelles séries et parfois de nouveaux acteurs ou actrices. J'ai hâte de vous retrouver comme chaque mois et j'encourage celles qui ne le font pas à le faire en commentaire. On se retrouve le mois prochain. Bon binge watch!